Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Aujourd'hui, Ukraine, 2 ans de guerre en Europe. Dans quelques jours, le 24 février, très exactement, cela fera 2 ans que la Russie aura envahi l'Ukraine. Si la contre-offensive ukrainienne de l'été n'a pas permis de chasser l'envahisseur, la Russie ne peut se targuer non plus de la moindre victoire. Sur environ 1000 km, le front s'est stabilisé et la Russie occupe toujours 17% du territoire ukrainien. Cette guerre, la plus meurtrière qu'a connue notre continent depuis le deuxième conflit mondial, bouleverse tous les équilibres, toutes les certitudes. La France et l'Europe redécouvrent soudain que la guerre nous concerne tous. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Céline Maranger. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'IRSEM. l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes une grande spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Bonjour Général Vincent Breton. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre interarmé de concepts, de doctrine et d'expérimentation. Quand on est pressé, on dit CICED, c'est ça ? CICDE. CICDE. Bonjour Julien Malizard. Bonjour. Vous êtes le titulaire adjoint de la chaire Économie de défense de l'IHEDN. Et l'IHEDN, bien sûr, c'est l'Institut des hautes études de défense nationale. Alors, je me tourne vers vous, Céline Maranger. On ne va pas refaire l'histoire de ce conflit, mais avant de changer, si ce n'est la face du monde, du moins celle de l'Europe et plus largement celle du camp occidental, cette guerre a d'abord été une suite de surprises. La première, c'est qu'à la veille de l'invasion, nombreux étaient les Ukrainiens qui ne croyaient pas que la Russie allait les attaquer. La deuxième surprise, c'est qu'alors que la plupart des observateurs ne donnaient pas cher de l'Ukraine face au rouleau compresseur russe, le pays a résisté dans une incroyable résilience. Tout à fait. Je crois que vous avez très bien résumé les paradoxes qui ont marqué, jalonné cette guerre. D'un côté, l'Ukraine subit depuis 2 ans une guerre d'agression, une guerre qui leur a été imposée, une guerre très dure. Et d'un autre côté, on observe une union sacrée qui ne se dément pas avec le temps et une grande résilience, une détermination et une résistance hors du commun de la part de la société ukrainienne. Ce qui me semble important peut-être à rappeler pour commencer, c'est quand même que cette guerre a profondément ébranlé le pays. Il ne faut pas non plus minimiser les défis en fait que représente cette guerre pour la population, pour l'économie, pour l'ensemble du pays et de la population. Exactement. Les pertes militaires et civiles se comptent par dizaines de milliers. Même si c'est un grand tabou, on le oui, sait. C'est un secret défense. Voilà, c'est un secret défense. Les destructions sont absolument colossales dans le Donbass comme dans les régions du Nord, d'où la Russie, vers Kharkiv, tout est détruit. Dans le nord de Kharkiv, les 30 km qui séparent de la frontière sont entièrement... on va dire à l'est de l'Ukraine. Voilà. Les attaques sur les arrières ne cessent de se perpétuer jour après jour dans une politique assumé de terreur, c'est-à-dire d'épuisement de la société ukrainienne, d'épuisement à la fois physique mais aussi psychologique. Et puis vous avez eu aussi des mouvements de population très importants, c'est-à-dire que vous avez au moins 5,5 millions de déplacés internes en Ukraine. Juste après l'invasion, on estimait à 8 millions le nombre d'Ukrainiens qui avaient quitté le pays. Beaucoup sont rentrés depuis, c'est difficile à évaluer. Mais donc vous voyez que pour la société ukrainienne dans son ensemble, cette guerre est quand même une épreuve terrible. Alors, il y a quand même des éléments positifs à porter au tableau. La première chose, c'est que l'économie qui avait subi une récession de 29% la première année en 2022, elle a retrouvé une croissance positive avec un PIB de 4,8% en 2023, ce qui a beaucoup étonné. Une croissance. Une croissance du PIB de 4,8%. Par ailleurs, une population, et là vous avez vraiment raison d'insister sur ce point, une population qui continue de tenir tête et qui, malgré les difficultés et l'échec de la contre-offensive, n'entend rien céder et surtout ne pas concéder de territoire. Et ça, c'est assez étonnant. Et je pense que si la société reste unie et mobilisée en faveur de l'effort de guerre, c'est-à-dire que vous avez près de 6000 associations qui se sont créées, vous avez près de
60% de personnes qui déclarent donner de l'argent aux forces armées en achetant du matériel, du matériel de soutien. Des drones ou des choses comme ça. Vous avez aussi près de 40% de la population qui déclare avoir un engagement en faveur des forces armées. Donc vous voyez, il y a vraiment cette union sacrée, elle n'est pas feinte en fait, elle est vraiment réelle, elle est ancrée dans le réel et surtout dans la durée. Un deuxième point très important à souligner, c'est que le président est critiqué par l'opposition politique, mais pour autant, je crois qu'il y a un large consensus sur l'objectif. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur l'objectif, que ce soit le président, l'armée, la société et même l'opposition politique. Ils ont des désaccords entre eux, il y a des dissensions qui apparaissent au grand jour. Elles avaient été mises sous le boisseau après la guerre, mais là, elles réapparaissent. Mais une large majorité d'Ukrainiens refusent toujours l'idée d'abandonner des territoires pour atteindre la paix. Et là, j'ai un chiffre, ils étaient 74% à refuser l'idée de concéder des territoires en décembre 2023, contre 80% en octobre 2023. Vous voyez, on reste à des taux quand même très élevés. Il y a vraiment un consensus sur la finalité du combat, en fait. Alors, Général Vincent Breton, si l'Ukraine et les Ukrainiens ont pu résister, ils le doivent aussi à un soutien, je ne vais pas dire sans limite, mais des États-Unis et des Européens en armement et en munitions. Effectivement, un des enseignements qu'on tire de cette guerre, c'est qu'il faut de la profondeur stratégique pour durer dans une guerre aussi longue. On a passé la semaine dernière le 700e jour de guerre, donc effectivement on s'approche des 2 années de guerre. Qui aurait parié sur une guerre aussi longue au départ, donc le 24 février 2022 ? Ni les Russes ni les Ukrainiens d'ailleurs. Oui, personne, effectivement. Ni les observateurs extérieurs que nous étions. Donc la Russie, elle dispose en fait d'une profondeur stratégique à l'échelle d'un continent qui est très riche en matières premières. Et puis la Russie aussi a conservé énormément de stocks de munitions, d'armements datant de la guerre froide. On dit même que de nombreuses des mines qui ont été posées datent de la Deuxième Guerre mondiale. Et du côté ukrainien, la profondeur stratégique de l'Ukraine, elle tient du soutien massif et absolument décisif, effectivement, des Occidentaux. Je pense que sans ce soutien massif, cette guerre, malheureusement, aurait été terminée depuis longtemps. Alors, Julien Malizard, un soutien actif, important, mais néanmoins insuffisant si l'on écoute les Ukrainiens. Alors, notamment en ce qui concerne les munitions. Alors, les Ukrainiens en réclament sans cesse. C'est une incapacité ou une mauvaise volonté de la part des alliés de l'Ukraine de ne pas leur fournir suffisamment de munitions. Il y a 2 aspects qui se conjuguent. Il y a un premier aspect, ça a été rappelé, on n'imaginait pas une guerre aussi longue et donc il y a eu un moment d'attente un peu au début du conflit de la part des Occidentaux, savoir jusqu'à quel point on pouvait soutenir l'Ukraine dans ce conflit. Et une fois qu'on s'est rendu compte que ça allait durer, il y a eu des dons qui ont été significatifs. On voit que les statistiques qui existent du Kiel Institute notamment, qui sont largement contestées, y compris du camp français, montrent qu'il y a eu à peu près 90 milliards de dollars de dons qui ont été faits à l'Ukraine. L'Europe compte là-dedans pour à peu près 40%. Les Américains sont à plus de 50% des dons. Donc forcément, il y a l'idée ici que pour fournir ce dont avait besoin l'Ukraine à court, moyen et long terme, il fallait des matériels. Et globalement, vu l'évolution des formats des forces armées occidentales depuis la fin de la guerre froide, c'est essentiellement les Américains, en tout cas dans une grande partie, qui ont pourvu à ces besoins-là, parce que c'était eux qui avaient les stocks qui étaient disponibles en grande quantité et assez rapidement. Après, il ne faut pas minimiser l'aspect des dons européens, qui est significatif, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est très parcellaire. C'est-à-dire qu'on a donné beaucoup, y compris sur la base des stocks existants, en France notamment, mais en fait, c'est un peu en stock total pour l'Ukraine, ça fait une petite partie, et avec des matériels très disparates. Donc au début, les Ukrainiens ont préféré avoir aussi les matériels des pays d'Europe de l'Est qui ressemblaient pas mal à ceux qu'ils avaient en dotation dans les pays à l'époque soviétique en fait. Parce qu'il faut en dire un petit mot, évidemment, plus le matériel est disparate, Général Breton, plus il est difficile d'avoir des matériels en fonction qui font... La difficulté, effectivement, c'est le soutien logistique principalement. Si vous avez du matériel très disparate, vous avez des soutiens logistiques qui sont compliqués à gérer. Bien évidemment. Alors, Julien Malizard évoquait des chiffres astronomiques. On parle de 90 milliards, comme si, 90, c'est des sommes évidemment astronomiques. Et cette guerre est devenue astronomique. Par exemple, la consommation d'obus, elle est
astronomique. L'Union européenne s'était engagée à livrer 1 million d'obus au cours de l'année 2023. Elle n'a pas pu le faire. Elle en a livré, semble-t-il, environ 300 000. L'Ukraine en a utilisé environ 3 millions. La Russie en utilise 3 à 4 fois plus. C'est un conflit d'une haute intensité qu'on ne pouvait pas imaginer le 23 février. Clairement, effectivement, Céline a évoqué l'attrition absolument considérable dans les rangs des deux belligérants. Je pense que quand on aura la réalité des chiffres, on sera tous surpris et choqués, je pense, sans compter le nombre de blessés, parce qu'en général, il y a à peu près 2-3 fois plus de blessés que de morts. Quels sont les chiffres qui circulent ? Alors, c'est des sources ouvertes auxquelles on peut accorder un crédit moyen, mais on est aux alentours de 100 000 morts des deux côtés. Et probablement environ 200 000 blessés des deux côtés aussi. Ce qui fait... Et plus, je dirais, du côté russe. Plus du côté russe. Oui, ça après, honnêtement, comme le disait Céline en début de podcast, le chiffre des morts et des blessés est probablement le secret le mieux gardé des deux côtés donc de chaque belligérant, puisque vous imaginez bien que l'impact que ça aurait sur le moral des troupes, si ça se savait. Bien évidemment. Alors, général Vincent Breton, sur le champ de bataille, l'arme qui domine, c'est l'artillerie, avec des soldats tapis dans des tranchées, dans un terrain miné dans la profondeur. Vous nous direz tout ça, j'imagine. On a l'impression que cette guerre ressemble à la Première Guerre mondiale. On a l'impression d'une succession de Verdun sur le Dniepr, pondérée toutefois par la modernité des drones qui sont omniprésents et qui n'existaient pas évidemment lors de la Première Guerre mondiale. Il y a à la fois une modernité et un côté totalement ancestral de cette guerre. Cette guerre, elle illustre bien un phénomène, une tendance de fond, qui est l'extension de la conflictualité à de nouveaux domaines. Nouveaux domaines qui pour autant ne viennent pas remplacer les domaines traditionnels. Donc très schématiquement, au départ de l'humanité, les hommes se battaient sur terre, ensuite ils ont inventé des bateaux, ils se sont battus aussi sur la mer. Et on a continué de se battre sur terre. Effectivement, ensuite on a inventé les avions, ils se sont battus sur terre, sur mer et dans les airs. Et maintenant vous avez le numérique, donc bataille dans le cyber. Donc cette guerre, effectivement, il y a eu énormément d'attaques cyber à l'entame de cette guerre et dans les jours qui ont précédé cette guerre. Ça s'est un peu calmé après, on voit que ça reprend depuis. Cette guerre aussi se déroule beaucoup dans le champ informationnel. La propagande, ça a toujours existé, mais on voit bien dans nos sociétés d'émotions hyper médiatisées à quel point aujourd'hui la bataille informationnelle est essentielle. Et le soutien massif des Occidentaux à l'Ukraine tient à la haute performance de l'Ukraine dans ce domaine-là. L'Ukraine a réussi vraiment à susciter, renforcer l'empathie de l'Occident à son égard, et ça a été à l'origine de ce soutien massif. Voilà, donc les nouveaux domaines, c'est effectivement le cyber, le champ informationnel, l'espace. Alors l'espace joue un rôle important dans cette guerre, mais il n'y a pas encore de bataille spatiale. Ça sera pour la prochaine guerre, malheureusement. Mais on voit bien que ça ne vient pas remplacer... la modernité que vous évoquez, le cyber, le numérique, la guerre informationnelle, n'empêche pas l'artillerie d'être vraiment au premier plan de cette guerre. C'est ce qu'on voit d'abord. C'est l'assaut de l'artillerie et le pilonnage incessant. Les nouveaux champs de conflictualité ne viennent pas se substituer aux anciens. Et donc, cette bataille se déroule avant tout dans le domaine terrestre, vous avez raison. Et donc, on redécouvre les champs de mines, on redécouvre effectivement la guerre de tranchées, on redécouvre les batailles d'artillerie. Donc, on sait que les Russes ont toujours été très forts en matière d'artillerie. On redécouvre également la guerre électronique, la guerre dans le spectre électromagnétique, la bataille des ondes avec du brouillage, beaucoup d'interactions, beaucoup d'actions sur ce spectre électromagnétique. Le domaine maritime ou le domaine aérien sont un peu plus discrets, mais on voit bien par exemple dans le domaine aérien, aujourd'hui si cette guerre dure, c'est qu'aucun des deux belligérants n'a la supériorité aérienne aux abords du champ de bataille. Si l'un des deux venait à avoir cette liberté de manœuvre au-dessus de la ligne de front, cette guerre s'est terminée depuis longtemps. On peut remarquer que la Russie, qui a utilisé beaucoup l'armée aérienne dans les premiers jours, les premières semaines du conflit, ne l'utilise quasiment plus, sauf pour envoyer de temps en temps un missile, mais en le tirant très profondément depuis le territoire russe. Effectivement, aujourd'hui, la bataille aérienne, c'est principalement des salves de
munitions préprogrammées ou de missiles de croisière, on va appeler ça low cost, dans lesquels sont noyées des armes beaucoup plus sophistiquées. Donc toutes les nuits, vous avez des salves de plusieurs dizaines de missiles qui sont tirés par les Russes dans toute la profondeur stratégique ukrainienne. Et les Ukrainiens qui n'étaient pas très forts dans le domaine de la défense sol-air ont énormément progressé en relativement peu de temps. Oui, alors, juste une correction par rapport à ce que vous évoquez. On considère que les Russes n'ont pas forcément été très performants dans la campagne aérienne des premiers jours. D'abord, l'arme aérienne n'est pas une arme qui est forcément qui tient le haut du pavé dans l'armée russe. Il y a une sorte de hiérarchie des armées. Et donc, ils n'ont pas forcément de modèle occidental qui consiste d'abord à pilonner, à mener pendant plusieurs semaines une campagne aérienne pour taper les centres de gravité ennemis. Ils sont peut-être un peu allés la fleur au fusil. Je pense qu'il y a eu quelques biais de renseignement au départ, des défauts d'analyse. Je pense que la Russie a cru que l'Ukraine tomberait comme un fruit mûr et ils n'ont pas forcément mis le paquet, si vous me permettez l'expression, au départ de cette guerre. Alors un petit mot quand même sur que changent les drones sur le champ de bataille. Alors effectivement, les drones sont omniprésents. On voit beaucoup de mini et de micro-drones maintenant, donc des drones qui font moins de 25 kilos, avec des consommations qui sont absolument hallucinantes, puisque par exemple les besoins ukrainiens sont estimés à environ 10 000 drones par mois. Donc, ce sont des chiffres astronomiques, oui. Tant pour l'utilisation des obus que celui des drones. Et donc les cas d'usage des drones sont extrêmement variés. Il y a une utilisation de drones à des fins de renseignement, de surveillance du champ de bataille. Donc il y a une véritable transparence du champ de bataille dans cette guerre, aux abords du front. En clair, ça veut dire que on ne peut pas se cacher. Très difficile de se cacher, exactement. Exactement. Tant et si bien, on comprend qu'aujourd'hui, un soldat ukrainien, par exemple, qui est blessé, gravement blessé le matin, il ne pourra être évacué que la nuit. Voilà, donc il y a des chances, malheureusement, de décéder avant son évacuation ou de subir des amputations parce que forcément, les garrots... Le champ de bataille, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le champ de bataille est devenu transparent ? Le champ de bataille est transparent. La transparence n'est pas absolue, mais clairement, il y a une multiplication des capteurs entre les drones que vous avez évoqués, l'omniprésence de ces drones, le renseignement d'origine électromagnétique, les satellites d'observation, et même, on l'a vu au début de la guerre aussi, les réseaux sociaux ou votre propre population, notamment la population ukrainienne, qui vous renseigne sur les mouvements de troupes russes avec son téléphone portable. Donc les Ukrainiens ont développé une application qui permettait en fait à la population de rapporter précisément les positions russes. L'adaptation des Ukrainiens à une guerre de si haute intensité est incroyable. Effectivement, ça aussi, si rapide. C'est une leçon de cette guerre. Un des facteurs de succès pour l'emporter dans une guerre de haute intensité, c'est la capacité à s'adapter. Les Ukrainiens semblent les plus agiles en termes d'innovation. Notamment, ils disposent d'une armée, entre guillemets, de geeks, particulièrement performante, notamment pour le bricolage des drones. Et puis on le voit effectivement, l'adaptation, elle était présente des deux côtés, parce que il faut pas croire que les Russes ne s'adaptent pas, sinon cette guerre aurait été finie pour eux. Donc les Russes s'adaptent. Et effectivement, le domaine des drones est probablement celui où le cycle d'adaptation est le plus rapide. En gros, il faut moins de 6 mois pour qu'un des belligérants arrive à trouver une parade à une innovation développée par son adversaire. Et donc, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de cette guerre, toujours par rapport aux drones, on parlait beaucoup des frappes réalisées par les drones de fabrication turque, TB2 Bayraktar. Oui. Turc d'un côté, iranien de l'autre. Voilà, les drones iraniens sont arrivés un peu plus tard, ils sont toujours présents, mais les drones turcs Bayraktar, aujourd'hui, ne sortent plus. Parce qu'ils sont trop gros, on les verrait trop facilement. Parce qu'ils sont trop vulnérables. Voilà, donc ils sont vulnérables à la guerre électronique, ils sont vulnérables à la défense solaire russe. Et donc aujourd'hui, c'est la place est aux mini-drones et aux micro-drones qui sont beaucoup plus difficiles à cacher, à détruire, pardon. Céline Maranger, vous vouliez intervenir et rajouter une précision. Je voulais juste rappeler en fait que pour l'Ukraine, cette guerre dure depuis 2014 et qu'en fait la population... Avec l'invasion de la Crimée. Avec l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass qui a été orchestrée par des commandos du FSB, comme l'a reconnu l'un des colonels qui était à la manœuvre et qui est ensuite devenu un blogueur militaire très influent et qui est aujourd'hui en prison. Parce qu'il est allé un peu trop loin dans la critique Un peu trop bavard.
Voilà. Et donc, en fait, les Ukrainiens n'étaient pas prêts en 2014, mais ils le sont devenus au fur et à mesure. C'est-à-dire que les gens qui s'étaient engagés dans le mouvement Maïdan, sur la place de l'Indépendance... La Révolution orange. Voilà, la Révolution orange en 2004, et puis le mouvement Maïdan en 2013, en faveur d'un rapprochement avec l'Union européenne et le monde occidental. Et le monde occidental, et le refus ils ont en fait cette mobilisation, elle visait à manifester le refus de cette jeunesse face à la décision qu'avait prise le président Yanukovych de renoncer à l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc l'idée pour ces gens, au départ, ils s'étaient mobilisés parce qu'ils voyaient dans le rapprochement avec l'Union européenne une garantie de bonne gouvernance, une plus grande liberté, etc. Donc il y a eu le Maïdan, et après il y a eu la déstabilisation du Donbass, et les gens qui étaient mobilisés sur le Maïdan sont ensuite partis faire la guerre pour la plupart. Et ceux qui ne se sont pas engagés dans les bataillons de volontaires, à un moment où vraiment l'armée ukrainienne était en grande difficulté, n'était pas capable de faire face. Donc ceux qui ne se sont pas engagés dans les forces armées se sont engagés de manière différente. Donc certains ont apporté leurs compétences en informatique, d'autres ont créé des associations comme Ukraine Crisis Media Center pour faire connaître en fait la situation dans les territoires du Donbass qui étaient soit occupés, soit en guerre, soit... D'autres ont créé aussi des associations comme Stop Fake pour lutter contre la désinformation russe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en 2022, ça faisait 8 ans que cette société civile engagée se préparait à affronter ce type de défi. Même si elle a été surprise le 24 février 2022. Je pense que, oui, ils ont pu être, pour certains, surpris. Tous ne l'étaient pas. Tous ne l'ont pas été. Je me retourne de nouveau vers vous, Général Vincent Menton. J'imagine que tous les états-majors scrutent de très très près ce conflit. Vous aussi, à la tête du CICDE. CICDE, je l'ai bien dit cette fois-ci. Quels sont les enseignements que vous tirez, vous, général français, de ce conflit ukraino-russe ? Alors, on tire 7 grandes leçons de cette guerre. On a établi ces 7 grandes leçons il y a un peu plus d'1 an, et finalement, à ce stade, on n'a pas eu besoin de changer les têtes de chapitre, même si on change en permanence en fait le contenu de ce qu'on met dans les chapitres. 7 grandes leçons. La première leçon, c'est le retour d'une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe. Une guerre très classique à l'échelle de l'histoire, mais un type de guerre auquel on était... Une guerre à laquelle l'Europe n'était pas du tout préparée, on va y revenir. Exactement, en tout cas, voilà, très loin de notre idéal fantasmé d'une paix éternelle. Voilà. Donc, dans ce changement d'échelle, on constate également le retour de la grammaire nucléaire, puisqu'on voit l'importance que joue la dissuasion nucléaire. On voit à quel point les Russes usent et abusent de la ficelle de la dissuasion nucléaire pour mener cette guerre. Deuxième leçon que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est en fait on voit bien cette extension de la guerre aux 7 milieux et champs de conflictualité que j'ai évoqués, terre, air, mer, cyber, espace, informationnel et électromagnétique. Troisième leçon, c'est qu'il est de plus en plus difficile de se cacher dans ce champ de bataille, donc c'est la transparence du champ de bataille qu'on a évoqué. Quatrième leçon, qui est contre-intuitive par rapport à la précédente, c'est-à-dire qu'il est difficile de se cacher sur le champ de bataille, mais il reste aussi difficile d'appréhender les intentions de ses adversaires, surtout dans le cas de la Russie, où finalement les décisions sont mûries et prises dans des cercles très fermés et qui fonctionnent en boîte noire. Cinquième leçon, là aussi est essentielle, elles sont toutes essentielles, c'est que la guerre reste un affrontement des forces morales et des volontés, et des deux côtés il faut quand même avoir des sacrées forces morales pour durer dans une guerre aussi longue. Sixième leçon, là aussi on l'a évoqué, oui, finalement on les a toutes évoquées à un moment ou à un autre. Sixième leçon, c'est le besoin de profondeur stratégique que j'ai évoqué. Et puis septième leçon, là aussi on l'a évoqué, c'est l'agilité, l'innovation, la capacité d'adaptation sont vraiment des facteurs clés de succès et de suprématie dans une guerre comme ça. En tout cas, vous scrutez ce conflit jour après jour. Oui, on a un regard permanent sur cette guerre-là. La France peut penser qu'à moyen terme, long terme, heureusement, on ne sera pas confronté à ce type de guerre, puisque on a quand même une géographie, on est dans un bloc d'alliance, l'Union européenne, l'OTAN, qui
qui fait que quelque part on fait bloc face à ce type de menaces, donc on n'est pas du tout dans la même configuration que le sont les Ukrainiens. Que l'Ukraine, exactement. Donc on peut penser que nos futurs engagements auront des points de similitude avec cette guerre-là, mais on n'aura pas exactement le même scénario. Mais voilà, donc il y a énormément de leçons à tirer de cette guerre-là. La Russie a-t-elle déjà gagné, au moins partiellement, puisqu'elle occupe 17% du territoire ukrainien? Lors de sa conférence de presse du 16 janvier, Emmanuel Macron a exclu cette hypothèse. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner, et nous ne devons pas le faire, car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause. Laisser la Russie gagner, c'est au fond accepter que les règles de l'ordre international, telles que nous les avons définies, peuvent ne plus être respectées. Pour nos amis baltes, polonais, roumains, c'est une vie impossible. Je n'oublie pas la Moldavie et aussi les pays du Caucase. Et donc nous devons tout faire. C'est le principal sujet, à mes yeux, de mobilisation et sur lequel le risque est là. Il y a une petite ambiguïté dans les propos du président de la République. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Est-ce que cela veut dire que la Russie doit perdre cette guerre et que l'Ukraine doit retrouver l'intégralité de son territoire, Crimée comprise? Petit rappel, et vous l'avez fait, Céline Maranger, la guerre n'a pas commencé le 24 février 2022, mais en 2014 avec l'invasion de la Crimée et l'occupation, enfin la guérilla, la guerre dans le Donbass. Alors, ça fait donc une dizaine d'années. Ça va être à vous de décrypter les propos du président de la République. Alors d'abord, je crois que au regard du droit international, la Crimée et les 4 territoires annexés du Donbass n'appartiennent pas... On peut reciter le nom de ces 4 territoires. Donc il y a la région au sud, la région de Kherson, la région de Zaporozhye et au-dessus, celle de Donetsk et de Lugansk. Et donc évidemment, la France ne reconnaît pas ces annexions et ne reconnaît pas la souveraineté russe sur ces territoires, y compris sur la Crimée. Je ne pense pas que les pays européens puissent un jour envisager de reconnaître ces annexions en échange d'une paix improbable. Et je crois que d'une manière générale, il faut comprendre et réfléchir aux intentions de la Russie. De mon point de vue, les objectifs stratégiques de la Russie ne se limitent pas à l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine est importante, évidemment, pour Vladimir Poutine, mais ça n'est pas une fin en soi. Ils veulent, bien sûr, le Kremlin veut gagner la guerre en Ukraine. Il a initié cette guerre pour imposer sa volonté, mais aussi ébranler la cohésion de l'OTAN. Le président de la République a parlé de mobilisation. C'est la priorité, dit Emmanuel Macron. Alors, on mobilise quoi, qui, comment, d'un point de vue français et européen, Julien Malizard? Il y a une mobilisation à plusieurs niveaux. Il y a une mobilisation sur des dons. Donc ça, c'est très clair. Les Européens, comme je le disais tout à l'heure, ont utilisé leur stock pour fournir l'armée ukrainienne en matériel. Mais on mobilise comment maintenant que les stocks sont évidemment épuisés et que l'industrie de défense européenne, d'une manière générale, a du mal à satisfaire à la demande. Alors ça, c'est la question importante du moment, puisqu'on a des pays européens qui ont, parce qu'ils ont donné aussi, ou parce qu'ils ont des besoins de donc reconstituer les stocks, moderniser pour un certain nombre d'entre eux, voire même développer quantitativement, et pas que qualitativement, leurs forces armées. On a observé que pour les 22 pays de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN, depuis entre 2014 et 2023, ils sont passés de 25 milliards d'équipements à plus de 75 milliards. Donc on a quasiment un triplement des dépenses d'équipement, là où les dépenses de défense n'ont augmenté que de 50 ou 70% en fonction des périmètres. Donc on a un effort quantitatif très soutenu dans les équipements, dans un contexte où, vous l'avez rappelé, l'industrie de défense, c'est une industrie de défense qui a été pendant, on va dire, les 30 ans qui ont suivi la fin de la guerre froide, habitué à une production juste à temps. Ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Donc, les dividendes de la paix, c'est vraiment spécifiquement les années 90. Il y a une inversion des trajectoires budgétaires à partir du début des années 2000. Mais globalement, ça a figé l'industrie de défense, cette décennie-là, et ça donne l'industrie de défense qu'on connaît aujourd'hui. Et cette industrie de défense, elle a été habitué au sens de son modèle d'affaires, avec des commandes étatiques qui sont relativement limitées vu les dynamiques budgétaires intra-européennes.
donc des besoins d'exporter pour continuer à avoir un modèle d'affaires soutenu, mais avec l'idée qu'on ne préparait pas, et ça a été dit aussi tout à l'heure, on n'imaginait pas de faire une guerre de haute intensité, on préparait plutôt une guerre dans des conflits asymétriques pour les puissances occidentales, et donc l'idée que la supériorité technologique compenserait la masse. Et donc, on s'est habitué à avoir des matériels de très haute technologie, mais en faible quantité. Et là, aujourd'hui, on se retrouve, et ça a été vu tout à l'heure, on en a aussi besoin, mais on a aussi besoin de matériels qui sont peut-être moins technologiques, mais en beaucoup plus grande quantité. Et là, on se rend compte qu'il y a une difficulté pour cette industrie de défense qui n'a pas forcément l'habitude de faire ce type de produit, d'être réactif par rapport à ça. Alors beaucoup ont été surpris, par exemple, lorsqu'ils ont appris que pour fabriquer le canon César qui s'est imposé sur le champ de bataille ukrainien, il fallait un temps considérable. Je crois que c'était 3 ans entre le début de la fabrication du canon et puis la livraison au client. Alors ça s'est accéléré, on va en dire un mot, mais c'était effectivement, je veux dire, on pouvait presque... C'est un peu ça l'idée, parce qu'effectivement, la technicité qui est demandée pour la production d'un certain nombre d'équipements de défense, et donc les technologies qui y sont associées, c'est des technologies qui sont très coûteuses à développer. Quand on voit les chiffres qui ont été fournis au début du conflit, chez Nexter, ça se comptait sur quasiment les doigts d'une main, le nombre de personnes qui étaient capables de faire le fameux canon. Donc forcément, quand on n'en a pas beaucoup et que c'est des compétences qui prennent du temps à acquérir, parce qu'on ne devient pas du jour au lendemain technicien pour l'artillerie, soudeur ou que sais-je, et donc ça prend du temps. Donc il est évident qu'aujourd'hui, cette demande qui est adressée, elle est importante. Mais le temps qu'on adapte l'outil industriel, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc la question, c'est vraiment comment on fait pour s'adapter par rapport à ce décalage entre une demande qui est urgente aujourd'hui par rapport à des besoins qui sont donc gigantesques, avec une offre industrielle qui est relativement contrainte. Ça n'empêche pas que les industriels ont fait des efforts, notamment on peut penser à Nexter. Il y a une montée en puissance très nette. Voilà, ils ont divisé par 2 les temps de production. Aujourd'hui, on est sur une cadence de production où pour la fin d'année, on aura quasiment quadruplé le nombre d'unités qu'on peut produire chaque mois par rapport à ce qui était au début du conflit. Donc il y a une augmentation de la cadence de production qu'on retrouve aussi sur l'artillerie, puisqu'on a parlé des obus tout à l'heure. Donc il y a des effets qui ont été montrés là aussi, l'industrie missilière. Mais c'est pas suffisant en fait. Et on voit bien que là, les besoins ils sont urgents aujourd'hui. Et donc, on a quelque part une fuite. Les économistes parleraient de fuite dans le circuit économique sur les dépenses d'équipement que j'évoquais à l'instant. Il y en a une grande partie qui sont parties aux États-Unis parce que les États-Unis ont des stocks et donc ils ont largement déstocké pour alimenter les besoins de ses alliés, notamment l'Ukraine, mais pas que. Et puis, il y a des pays, on peut penser à la Corée du Sud notamment, qui a utilisé ses stocks pour exporter vers la Pologne, notamment un énorme contrat avec la Pologne sur des obusiers, des chars et des avions, avec, pour les matériels qui seront à produire, des transferts de technologies associés pour que la Pologne puisse, elle aussi, le moment venu, maîtriser une partie des technologies sur ses équipements. Les Européens se sont spécialisés dans leur soutien à l'Ukraine en fonction de leurs produits un petit peu les plus performants. Les Allemands soutiennent dans le domaine des chars avec le fameux char Léopard. Les Français ont pris l'option de soutenir l'Ukraine à travers l'artillerie, après le succès sur le champ de bataille de ce canon César, avec l'idée d'en fournir davantage à l'Ukraine à travers une coalition européenne dans laquelle la France est leader et qui s'appelle la coalition artillerie. Julien Malizard. Et donc oui, alors ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on a la France qui a poussé pour qu'on produise des canons avant même que les commandes n'arrivent. Et donc il y a un premier aspect où la France a ouvert une ligne de crédit pour financer directement l'acquisition de matériel ukrainien. Donc il y en a déjà une partie qui a été directement livrée en utilisant l'argent de cette ligne de crédit. Et après, il y a l'idée qu'on aura un stock. Donc, l'offre va créer sa propre demande. L'idée, c'est que Nexter construise en une année 78 canons. Les canons seront produits ou ont été produits
Et donc la question après, c'est qui va financer pour l'acquisition de ces canons. Alors, est-ce que ça sera pour les reconstituer des stocks pour les pays qui les ont pour partie livrés ou alors directement livrés à l'Ukraine? Ça reste à voir. L'idée, c'est que la France en donnerait 12 à l'Ukraine, voilà. Que l'Ukraine en achèterait 6, on est donc à 18, et sur les 60 qui restent, il serait, j'emploie le conditionnel, à financer dans le cadre européen à travers des lignes de crédit européennes. Exactement. Alors après, est-ce que c'est directement les États qui vont acheter pour ensuite les livrer à l'Ukraine, comme ça a été le cas par exemple sur d'autres types de canons que par exemple le Danemark a livré aux Ukrainiens. Et ce qui est intéressant plus globalement par rapport à ce sujet, c'est qu'il y a eu vraiment une espèce de... l'Europe a aussi progressé par rapport à cette question. La problématique de l'armement était un sujet tabou. On a eu, avant le conflit en Europe, en Ukraine, on a eu en Europe des problématiques de développement de capacité, avec le Fonds européen de défense et avec d'autres initiatives qui précédaient. Mais c'était plutôt sur le développement de technologies. Et à partir du moment où on a eu le conflit en Ukraine, on a avancé. La Facilité européenne pour la paix, qui est un outil spécifique, a été utilisé pour aider les pays européens qui faisaient des dons à être remboursés d'une partie de matériel qu'ils livraient à l'Ukraine. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui ont été menées, un plan munitions pour acheter possiblement en commun, et voire même, à terme, avoir un fonds directement où les États achèteraient en commun, ce qui est, dans une optique encore, même 2 ans auparavant, totalement inimaginable. En général, Vincent Breton, la France, évidemment, fournit de l'artillerie à l'Ukraine. Elle soutient aussi la défense sol-air. Et elle lui a livré aussi, ou elle est en train de le faire, des missiles Scalp qui permettent à l'Ukraine de frapper dans la profondeur, c'est-à-dire sur le territoire russe. C'est-à-dire que l'Ukraine est en train, avec ces nouveaux outils, ces nouveaux armements, de changer un peu de stratégie. On n'essaye plus, du point de vue ukrainien, de forcer le front de 1000 km avec une profondeur de terrain miné et globalement inaccessible, d'où l'échec de l'offensive estivale. La France et les Européens et les Américains sont en train de donner à l'Ukraine les moyens de changer de stratégie. Alors effectivement, il y a 2 types de missiles qui ont été livrés par la France, des missiles de défense solaire, vous évoquez, donc des missiles Crotale et des missiles Mamba, qui sont des missiles très très performants, et puis des missiles de croisière, des missiles Scalp. Les Britanniques ont livré également le frère jumeau du missile Scalp qui s'appelle le Storm Shadow. C'est le même, hein? Oui, c'est globalement le même. Donc c'est des missiles qui sont tirés depuis des avions, à distance de sécurité des systèmes de défense solaire russes, et des missiles qui vont parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour aller frapper des cibles. Alors ça permet effectivement de menacer la Russie dans ses sanctuaires en Crimée, pas sur le territoire de la Russie avant, je dirais, les annexions de ces territoires-là. Étant entendu que l'annexion de la Crimée n'est pas reconnue par la communauté internationale. Donc on ne considère pas que la Crimée fasse partie du territoire russe. Donc les sanctuaires russes en Crimée sont clairement menacés par ce type de missiles. Et on voit très bien ce qui s'est passé. D'ailleurs, de nombreux bateaux de guerre russes ont quitté les ports de Crimée, notamment le port de Sébastopol, pour aller se réfugier un peu plus loin du territoire russe. Alors, Céline Loranger, de son côté, l'Ukraine a renforcé considérablement son industrie militaire. Elle était un héritage de l'industrie d'armement soviétique. Il y avait par exemple une industrie aéronautique sous le nom d'Antonov qui a construit de très grands avions, et de très très grands avions même. Alors cette partie de l'industrie est totalement détruite par l'offensive russe. Le dernier Antonov a été détruit au début de l'invasion. Oui, je crois que c'était l'Antonov 121 ou 124. 124, c'était le plus gros avion du monde, en tout cas. Il y en a encore en service. Il y en a encore. Et l'Ukraine a abandonné évidemment la filière Antonov, mais elle construit notamment des drones, par exemple, en très grande quantité. Oui, il y a beaucoup d'ingéniosité et la volonté du gouvernement ukrainien et aussi des partenaires occidentaux de monter en puissance, notamment dans la production de drones navals et de drones terrestres, aériens. Alors, ils ont mis en place, en fait, des modalités qui permettent de favoriser les initiatives de terrain, que ce soit au niveau des brigades, pour que les bonnes pratiques ou les idées un peu innovantes puissent remonter. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le ministre de la transformation numérique, Fyodorov, qui a vraiment, lui aussi, essayé de formaliser et d'organiser
la production de drones et l'innovation dans le domaine des drones, et de lier en fait ces différents, c'est-à-dire la guerre électronique, la production de drones et toutes les applications qui vont permettre une utilisation assez innovante de ces drones. Donc il y a eu beaucoup d'innovations. Le président Zelensky a promis de produire 1 million de drones cette année. Bon, j'ai pas plus d'informations à ce sujet à vous livrer. Julien Melzard, il y a eu une visite du ministre de la Défense français en Ukraine pour faciliter un peu l'industrialisation de défense et d'armement ukrainienne. Alors, l'Ukraine ne part pas de rien non plus. Effectivement, oui. Il y a quand même un héritage de l'époque soviétique. C'est pas forcément évident de savoir, mais je crois que c'est à peu près un tiers de l'industrie d'armement soviétique était localisée en Ukraine. Mais beaucoup dans le Donbass. Donc beaucoup dans le Donbass. Voilà, beaucoup a été démantelé et rapatrié en Russie, en fait, après 2014. Mais il y a des domaines où on a vu, je pense notamment dans le domaine des missiles, l'industrie ukrainienne a été performante et donc a utilisé ces missiles contre notamment des navires qui ont été sévèrement touchés, semble-t-il, grâce à des productions nationales. Donc il y a quand même encore quelque chose dans une optique d'industrie lourde. Après, la question, c'est aussi une question, vu qu'on a parlé de profondeur stratégique, il y a aussi la question de durée. Il y a produire quelque part des munitions, des choses qui ont... les drones, on peut imaginer que si on en produit plusieurs dizaines de milliers par mois, c'est qu'a priori, il y a un taux de perte et un taux d'attrition qui est gigantesque. Mais il y a des matériels en fait, qui vont s'user. Et donc il y a une problématique aussi sur la maintenance, en fait, sur l'ensemble du cycle de vie, même si l'attrition elle est importante. Il faut aussi concevoir que les matériels, il faut les entretenir. Le canon César, dont on a beaucoup parlé, en fait, il est adapté à un type d'obus apparemment qui est très spécifique, qui a été designé pour. Alors évidemment, c'est standardisé au niveau OTAN, mais il semblerait que ce soit un petit peu différent d'un type d'obus à l'autre, même si le diamètre est identique. Donc il y aura des usures qui vont être prématurées. Et donc se pose la problématique de comment on maintient, en gros, les matériels qui ont été livrés, dont certains depuis un certain nombre de mois, voire même d'années, dans le temps. Donc il faut aussi prévoir la maintenance. On a parlé du caractère un peu disparate des dons qui ont été faits au niveau par les Européens. Y a des véhicules blindés très différents entre ce qui a été livré. Même si on va vers une certaine rationalisation. Et à un moment donné, on va arriver effectivement à une forme de rationalisation. Vous parliez des chars tout à l'heure. Effectivement, le fait que le marché européen est essentiellement fourni par du char Léopard, de toute façon, si je simplifie, les canons, c'est plutôt des César, les chars, c'est plutôt des Léopards, et les avions, ce seront plutôt des F-16. Pour l'instant, oui. Après, sur les blindés au sens large, il y en a quand même eu... historiquement, il y a beaucoup de programmes différents au niveau européen. La France a livré, par exemple, des VAB, d'autres types de matériel qui sont beaucoup plus petits que, évidemment, des chars. Et donc, ça, vous multipliez par le nombre de pays qui ont fait des dons, dans un contexte où il y a des taux de perte importants. Tout ça, il faut penser la maintenance, et c'est là où ça va être important aussi pour la suite. Est-ce que vous diriez... celui qui a envie de prendre la parole va la prendre, qu'il y a eu vraiment au niveau européen une prise de conscience de la menace russe sur l'ensemble du continent. Est-ce que vous diriez que la prise de conscience, elle est aujourd'hui réelle ? Clairement, il y a eu une prise de conscience. Il suffit de voir les réactions du chancelier Scholz quelques jours après la guerre, avec la décision d'engager 100 milliards d'euros de dépenses au profit de la Bundeswehr, alors étalée sur 5 ans, je crois. Mais donc il y a eu une vraie prise de conscience. Et puis il faut regarder aussi du côté finlandais, suédois, qui était très voilà, exactement ancré dans la neutralité, très attentif aux volonté de rester neutre et qui ont rallié comme un seul homme finalement l'OTAN. Et également du point de vue européen, le commissaire Thierry Breton a initié un fonds européen de défense de 100 milliards d'euros. Alors, on ne sait pas encore exactement comment cet argent sera financé déjà dans un premier temps et ensuite utilisé, mais il se passe quelque chose quand même, Julien Melzard. Il se passe quelque chose, mais je rejoindrai aussi ce qu'a dit tout à l'heure Céline, c'est que pour un certain nombre de pays, pour l'Ukraine, le conflit a commencé en 2014, mais pour les voisins de la Russie, on voit des inflexions assez significatives des budgets de défense à partir de 2014. Ça n'a pas commencé en 2022 ou entre 2022 et 2023. Pour reprendre l'exemple de la Lituanie, alors évidemment c'est un petit pays vu de la France, etc. Mais la Lituanie, entre 2014 et 2023, a quasiment multiplié par 3 son budget de défense. Alors effectivement, quand on regarde le chiffre aujourd'hui lituanien par rapport à ce que les dépenses françaises, ça représente très peu.
Mais en termes d'efforts et de ce que ça représente, la Lituanie, c'était un très mauvais élève au sein de l'OTAN, et aujourd'hui, c'est quasiment un des meilleurs élèves, en tout cas un des meilleurs élèves sur le continent européen. Donc, plus on est proche de la Russie, plus on aura fait des efforts, globalement, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très claire, plus on va être loin, un peu comme... Évidemment, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie se sont plus concernés que le Portugal mais pas seulement ou pour des l'Irlande. raisons de géographie, pour des raisons historiques, c'est-à-dire que ce sont des pays qui ont la mémoire de la domination soviétique, de ce que ça impliquait en termes de déportation de population, de mouvements de population russe ou russophone aussi dans leur propre pays, et qui ont aussi, la chose aussi importante, c'est que ce sont des pays qui ont appartenu à l'Empire russe. Donc l'argumentaire russe qui consiste à dire que l'Ukraine est russe de toute éternité et que donc en fait, ils justifient cette guerre quasi coloniale au nom de l'irrédentisme russe, ça leur parle. Ça leur parle, ils se disent, nous, on est les prochains. Parce qu'il y a cette histoire, ils ont cette histoire partagée, ils ont subi depuis plusieurs siècles, en fait, la domination russe. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je dirais d'autant plus important au regard de ce qui est en train de se passer dans les 4 territoires annexés dont on parlait tout à l'heure. En Crimée, c'est un petit peu différent, parce que la Crimée a toujours eu cet attachement à la Russie de la population criméenne. Mais dans les régions occupées d'Ukraine, vous avez vraiment une politique de russification forcée de la population qui passe par la migration, notamment en Crimée, mais qui passe aussi par la répression et l'endoctrinement, notamment à l'école. Et je pense que du point de vue de l'Ukraine et des populations des pays baltes, de la Pologne, c'est-à-dire de ces pays qui ont l'expérience de la domination soviétique et de l'impérialisme russe depuis des siècles, en fait, cette guerre, elle est perçue comme une guerre coloniale, néocoloniale, et du point de vue ukrainien, elle est perçue comme une guerre de libération nationale. Et ça, c'est très important pour comprendre aussi l'adhésion et l'union sacrée dont on parlait tout à l'heure. Et quand je parle de guerre de libération nationale du point de vue ukrainien, c'est à double titre. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent s'affranchir de la tutelle russe et de l'influence qu'a pu représenter la culture russe ou le soviétisme aussi, etc. Mais il y a aussi un rejet, mais vraiment viscéral, du gouvernement autoritaire. Et du modèle que défend aujourd'hui Vladimir Poutine. C'est évidemment un point central, puisque la Russie, elle est en guerre contre l'Ukraine, mais elle est en guerre aussi contre le monde occidental, ses valeurs, son mode de vie. On peut dire que la Russie, elle a une stratégie, elle pense stratégique. La Russie a une grande stratégie. Ah, ça, c'est pour moi absolument évident. Et cette grande stratégie, elle ne vise pas seulement, comme je vous le disais au départ, à dominer l'Ukraine, elle vise aussi à affaiblir les pays occidentaux et à œuvrer à la disparition de l'OTAN et voire à la disparition de l'Union européenne. Je pense que c'est ça leur objectif. L'état final recherché par le Kremlin aujourd'hui, il est là. Et d'une manière générale, je pense qu'ils voient notre modèle de société, la démocratie occidentale, comme un danger. Et ce que je voudrais dire peut-être aussi pour finir, c'est que la Russie est transformée par la guerre. Il n'y a pas que l'Ukraine qui est transformée par la guerre. La Russie est profondément transformée par la guerre. La guerre a renforcé l'autoritarisme et l'autocratie en Russie. La société civile est complètement fragmentée, éliminée. Toutes les voix critiques sont muselées, soit elles sont parties, soit elles sont en prison. Ce que vous avez évoqué, Céline Maranger, ça répond aussi à l'idée de la mobilisation que Emmanuel Macron évoquait un petit peu plus tard. Il a parlé d'économie de guerre. Est-ce qu'on est, nous, les Européens, pas forcément les Français, on est dans une situation d'économie de guerre? Je serais tenté de dire que j'ai pas vraiment l'impression. Alors, dans une perspective un peu historique, économie de guerre, c'est quand même un terme relativement bien consacré à ce qui s'est passé durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée qu'il faut organiser la pénurie. Enfin, il y a une pénurie, parce qu'il y a la concentration des moyens vers la défense de la nation, et donc il faut organiser les activités économiques. Et donc c'est la reprise en main, une logique de planification étatique sur tous les domaines de l'activité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire après sous l'angle des ressources qu'on va y consacrer pour la défense ? Quand on regarde ce qui s'est passé en France en 1913,
on est à 3,4% du PIB dans la défense. En 1914, on est à 14%. En 1918, on est à 55%. Quand on regarde ce qui s'est passé en 1940, ce qui n'a pas empêché la défense, on était à plus de 70% du PIB dans la défense. Donc on est sur une concentration des moyens vers la défense, et en particulier, ça a été rappelé, la défense de la nation et des intérêts vitaux, en fait. En France, on est aujourd'hui autour de 2%, un peu plus, un peu moins. On est en dessous de 2%. On était au-dessus en 2020, mais pour des mauvaises raisons, parce que le PIB s'était effondré, pas parce que les dépenses avaient augmenté. C'est toute la difficulté des indicateurs relatifs. Et la Russie, elle est en économie de guerre, elle ? Alors, ce qui est intéressant, ça complète un peu le propos qu'a eu tout à l'heure Céline Maranger, c'est qu'en fait, d'un point de vue statistique, la Russie, on ne voit pas vraiment un effet très important sur les chiffres que je viens de donner. C'est-à-dire que en fonction des années, elle est entre 3,5 et 4% du PIB dans la défense. Il n'y a pas eu de pic. Là, alors 2023, on ne sait pas trop, mais les derniers chiffres du CIPRI en 2022... Voilà, ils annoncent 6%. Ça augmente, mais on est sur des augmentations qui sont finalement pas aussi impressionnantes qu'on avait pu le voir, comme j'ai expliqué, dans une perspective historique. Là où c'est plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe du côté ukrainien, parce que du côté ukrainien, en gros, on était à un niveau pas très très élevé avant 2014. 2014, là, effectivement, avec l'invasion de la Crimée et ce qui s'est passé à l'Est, il y a eu des besoins nouveaux. En 2013, ils sont à 1,6% du PIB. En 2021, juste avant le conflit, ils ont quasiment multiplié. Enfin, pourcentage de la ressource, c'est quasiment 2 fois plus, 3,2. Aujourd'hui, on est à plus de 35%. Donc l'Ukraine est en économie de guerre. Alors, pour le coup, l'Ukraine est vraiment en économie de guerre, et ça fait référence aussi à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'idée qu'il y a une partie de la population qui est partie. Donc en fait, vous avez une perte de potentiel économique. Globalement, il y a moins de gens qui travaillent, donc il y a moins d'activité économique, c'est naturel. Il y a un aspect lié aux destructions, qu'elles soient donc les destructions physiques. Il y a aussi un aspect qui est malheureusement important, puisqu'il y a un bilan humain entre les blessés et les décès. Ça fait une perte de potentiel économique. Tout ça mis bout à bout, forcément, l'économie souffre énormément. Et finalement, quand on compare les économies entre ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, avant le conflit, la taille de l'économie ukrainienne, c'est 15 fois plus petit que l'économie russe. Donc, forcément, l'économie ukrainienne, vu ce qu'elle a subi, entre 2022 et 2023, on est sur quasiment moins 30% de PIB. Effectivement, les dernières statistiques montrent que, une forme de résilience, à partir de 2023, le choc a été absorbé, et on est de nouveau sur une croissance légèrement positive. La Russie, on est sur des choses où les effets sont beaucoup plus faibles, sachant que ce qui est intéressant de regarder dans le cas russe, c'est comme une économie qui est très importante en termes de taille de PIB. Je peux sans parler de sa géographie évidemment, et donc forcément ce qui est plus intéressant de regarder, c'est comment se positionne la Russie par rapport à d'autres pays qu'on peut qualifier de pays émergents pour reprendre la classification de la Banque mondiale ou du FMI. Et en fait, donc la Russie a souffert des sanctions, de la guerre et des sanctions économiques en 2022. Il y a un rebond en 2023 qui semblerait se poursuivre sur les années suivantes, mais et c'est là où on peut se dire que les sanctions ont malgré tout un effet, c'est que les prévisions de croissance qui sont attendues pour 2023, 2024 et au-delà sont en dessous de ce qui est anticipé pour les autres pays émergents. Donc il y a un effet malgré tout, il y a une perte de potentiel économique, et puis les sanctions qui malgré tout ont des effets, même si la Russie, ça a été largement détaillé, arrive à contourner ces sanctions en utilisant des pays, des proxys. On a vu, comme par hasard, le commerce entre l'Allemagne et l'Ouzbékistan faire un pic à partir de 2022, alors qu'auparavant, le niveau d'échange était très très faible. Donc évidemment, il y a des moyens de contourner ces sanctions, ça renchérit le commerce, mais ça ne l'empêche pas totalement. Alors on a évoqué jusqu'alors un soutien des Européens et des Occidentaux au sens large de l'Ukraine, qui pour l'instant ne s'est pas démenti. L'Union européenne était globalement unie, même s'il peut y avoir quelques problèmes du côté de la Hongrie, quelques problèmes du côté de la Slovaquie, mais on va les laisser entre parenthèses pour cette émission. Mais je vous pose quand même la dernière question, et je ne sais pas qui va y répondre. Et si Donald Trump était élu ou réélu en 2024, sachant Donald Trump a dit que son soutien à l'Ukraine serait pour le moins très très partiel. Je ne répondrai pas à tout à la question, je vous le dis, mais il y a quand même un aspect, c'est qu'on voit que le soutien américain est en train de se tarir aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où le président Biden n'a pas la majorité au Congrès,
Et donc, on va dire dans l'espèce de répartition un peu implicite qu'il y a eu entre les Européens qui soutiennent essentiellement l'économie ukrainienne pour ses besoins, avec évidemment du matériel militaire, et les Américains plutôt sur le matériel militaire. Alors évidemment, les deux font les deux, mais c'est un peu, on va dire, la répartition. Il y a un risque que d'ores et déjà, c'est un risque qui est largement rappelé par les Ukrainiens, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais l'aide américaine s'arrête. Il y a deux aspects ici qu'il faut voir, et je pense que ça a été rappelé tout le long de l'émission. Il y a un aspect, en gros, soutenir l'Ukraine sous l'angle des opérations, de fournir des équipements, etc., des munitions. Et puis il y a l'angle soutien de l'économie, puisque les deux vont de pair. Là, on voit bien, je viens de le rappeler juste avant, mais l'économie ukrainienne, elle a besoin d'avoir les deux aspects pour pouvoir tenir, être résiliente, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a réussi, au bout de 2 ans de conflit, à ne pas totalement s'effondrer et à avoir une situation, alors on voit que d'un point de vue militaire, c'est gelé, mais il n'empêche que l'Ukraine ne s'est pas effondrée. On observe depuis 2 ans une consolidation autour du régime politique de Vladimir Poutine et une militarisation à la fois de l'économie, de la culture et de l'éducation en Russie. Et qu'en fait, la croissance économique en Russie, en dépit des sanctions, elle est aussi portée par l'effort de défense, par les investissements dans la BITD et par ailleurs la base industrielle et technologique de défense, donc dans les industries de défense si vous voulez. Et par ailleurs, le contrat social aujourd'hui en Russie repose aussi sur la poursuite de la guerre. Parce que cette guerre, elle apporte des dividendes à des populations qui étaient jusqu'à présent laissées pour compte. Donc vous avez une redistribution. Par ailleurs, dans la première année de la guerre, la Russie a réussi à avoir des dividendes qui ont été réinjectés dans l'économie et au service de l'effort de guerre. Tout ça pour dire que vous avez d'un côté une croissance économique, de l'autre côté un contrat social qui dépend de la poursuite de la guerre. Et donc, en fait, l'arrêt de la guerre aurait des conséquences économiques et sociales en Russie que le pouvoir n'est peut-être pas prêt à gérer et à affronter. Et de ce point de vue, je pense que les pays européens ont, pour cette raison et pour d'autres raisons, du souci à se faire. Gérald Vincent Breton, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Un conflit qui va durer ? Alors effectivement, on voit une stabilisation des deux belligérants le long d'une ligne de front qui ne bouge plus. Finalement, quand on fait le bilan de l'année 2023, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de gains territoriaux de part et d'autre. Donc, alors il y a une certaine frustration du côté occidental, considérant que la contre-offensive ukrainienne n'a pas produit tous les effets attendus. Mais objectivement, la Russie n'est pas en train de gagner. Moi, je voudrais tordre le cou à cette idée. Alors, un conflit qui va durer, c'est l'évident. C'est un conflit qui met en cause la stabilité, la paix européenne d'une manière générale. Alors, effectivement, c'est déjà le cas. On redécouvre qu'effectivement, le monde est dangereux. On prend conscience que l'hypothèse que les armées occidentales, les armées européennes soient de nouveau confrontées à un engagement majeur de haute intensité, il me paraît de moins en moins improbable, cette hypothèse. Donc on redécouvre la réalité de la vie. C'est ce qui s'appelle un réveil difficile. Oui, encore, je considère qu'on a de la chance dans notre malheur, puisque on fait face à la Russie de façon en bloc, dans un bloc très uni. On peut se réjouir que ce conflit n'ait pas dégénéré, qu'il n'y ait pas eu d'escalade à l'Europe occidentale, à l'OTAN notamment. Eh ben, ce sera le mot de la fin de ce numéro de Pensée stratégique. Céline Maranger, Gérald Vincent Breton, Julien Malizard. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Et en attendant, c'est à vous de penser stratégique.